Bienvenue dans Le Goût des Maîtres, le podcast de la clinique du droit des affaires. Découvrez des échanges authentiques et spontanés entre étudiants et maîtres en la matière. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Le Goût des Maîtres, le podcast de la clinique du droit des affaires. Nous recevons aujourd'hui Maître Minkowski, avocate au barreau de Paris. Maître, commençons par la tradition. Qui sont vos maîtres ? J'ai un maître qui est Maître Hervé Temim, aujourd'hui mon associé et quand j'ai commencé mon patron. Je travaille avec lui depuis une quinzaine d'années. Il a été un patron quand j'étais collaboratrice, très formateur, pas parce qu'il venait corriger au mot à mot mes conclusions ou qu'il me donne des conseils pour mes plaidoiries, c'est pas du tout son genre, mais parce qu'il m'a dit dès le premier jour, bah voilà, en fait maintenant vous êtes avocate et vous êtes autant avocate qu'un confrère qui a 25 ans de barreau. Et quand vous serez en audience, c'est à ça que vous devez penser. Donc il m'a laissé une très grande autonomie, ce qui correspondait assez bien à mon caractère, parce que finalement, quand vous êtes autonome, vous êtes responsable. Quand vous êtes responsable, vous êtes angoissé. Et quand on est avocat, on n'est jamais bon si on n'est pas angoissé. Si on ne vérifie pas 10 fois dans son code des articles qu'on croit connaître par cœur, si on ne regarde pas en permanence s'il y a de nouvelles jurisprudences, en matière pénale, on ne peut pas y arriver. Donc il m'a formée en ne me formant pas, j'ai envie de vous dire. Et puis après, j'ai évidemment beaucoup appris à le regarder, à préparer les procès avec lui, à l'entendre plaider. Et c'est donc mon seul et unique maître. Vous parlez donc de la transmission qu'eut Maître Temim dans votre formation. Si rétrospectivement, aujourd'hui, vous étiez étudiante en droit, en Master 2, pourquoi n'iriez-vous pas vers la profession d'avocat ? Je vois aucune raison qui me ferait prendre cette décision, très objectivement. Moi, j'ai toujours voulu, depuis que je suis petite, être avocat. Pas du tout parce que j'avais des exemples autour de moi. Aucun avocat dans ma famille ou dans les amis de mes parents. Enfin, c'était pas du tout une profession que je connaissais intimement ou personnellement. Je suis vraiment venue à la profession par la fiction, le romanesque, les films, ça m'a toujours plu, les procès, et dans les procès, dans les enquêtes, le personnage qui me donnait envie, c'était celui de l'avocat, celui auquel je m'identifiais, c'était comme ça. Donc j'ai fait mes études de droit pour ça, j'ai embrassé ce métier, et il n'y a pas un matin où je me dis que je devrais en faire un autre. Donc je ne peux pas répondre à votre question, pourquoi est-ce que je prendrais un autre chemin ? Je ne pense pas que je prendrais un autre chemin, il n'y a aucune raison qui me semble justifier aujourd'hui de ne pas devenir avocat. Et malgré le fait que ce métier soit une vocation chez vous, si on peut dire ainsi, quelles évolutions, quels changements au sein de l'avocature déplorez-vous ? Non, mais moi de toute façon, alors c'est peut-être une question d'état d'esprit, mais je déteste les gens qui disent tout le temps c'était mieux avant pour telle ou telle raison. Je crois qu'au contraire, la profession est en train de se moderniser. Ce qui s'est passé autour du Covid, ça a un peu donné un gros coup de pied dans la fourmilière sur la notion de présence au cabinet. On est quand même des professions libérales, donc sans évidemment qu'on puisse aller s'installer à 400 km pour préparer ses dossiers, parce que la vérité c'est qu'on a des audiences, et surtout en pénal, on peut être appelé pour une garde à vue d'une heure à l'autre, mais je pense que ça a apporté de la souplesse dans l'organisation du travail pour beaucoup de cabinets. Ça c'est positif. On a à Paris un nouveau tribunal judiciaire, alors qui n'est pas parfait, mais quand moi je plaide à Paris le matin et que l'après-midi je vais à Bobigny, je mesure quand même la chance qu'on a d'être aussi bien installé. La dématérialisation des procédures se poursuit, maintenant même au pénal. On reçoit la notification des réquisitoires par la voie électronique. Je dis ça parce que justement j'en ai eu un hier et je me disais vraiment on progresse. On progresse doucement mais sûrement. Non, il n'y a pas d'évolution négative que je peux constater par rapport au jour où j'ai commencé il y a 15 ans. Vous êtes pénaliste, une matière dans laquelle l'humain est extrêmement présent. Quelle est l'affaire au cours de votre carrière qui vous a particulièrement touché, peut-être une affaire médiatique ou non, mais qui vous en a appris un peu plus sur vous en tant qu'avocate, mais aussi en tant que femme ?
Alors, c'est une question qui m'intéresse, que j'ai fait un livre autour de ça, où j'ai dressé le portrait de 8 femmes avocates pénalistes qui justement ont raconté l'affaire de leur vie. J'en ai raconté une rapidement dans le livre parce que tout le monde me disait pendant la préparation, ah, et toi tu parles de quoi? Je dis, bah, moi de rien, je fais un livre sur les autres, pas sur moi. Donc j'ai quand même introduit un épilogue où je dis de quelle affaire j'aurais parlé, mais aujourd'hui j'ai envie de vous dire c'est peut-être une autre affaire encore, et qui est en effet une affaire médiatique, mais qui m'a marquée, puisque notre client est décédé il n'y a pas longtemps, qui était Bernard Tapie, qu'on a accompagné dans la procédure pénale liée à l'arbitrage depuis l'année 2013 jusqu'à son décès il y a quelques mois. Donc c'est vrai que c'est une épopée judiciaire et humaine sur de nombreuses années, avec l'apparition de cette maladie et ce combat parallèle contre la maladie et contre le ministère public et la partie civile que Bernard Tapie menait, qui a été pour moi quand même un sacré exemple de combativité. Et donc j'en ai tiré beaucoup de leçons. Vous êtes auteur, comme vous l'avez dit, vous avez des engagements dans votre vie d'avocate. Si vous profitez de ce court format pour porter une tribune, quel serait votre mot pour les étudiants en droit ou vos jeunes confrères qui s'apprêtent à exercer pendant encore de longues années cette belle profession? Moi, le message que j'aime faire passer, c'est celui de poursuivre ses rêves. Parce que quand j'étais jeune étudiante, je voulais être pénaliste, mais tout le monde me disait, les profs, les avocats chez qui j'avais fait des stages, que vraiment, ce serait gâcher mes capacités, mes compétences. J'avais une double formation, j'avais fait Sciences Po, j'étais partie aux États-Unis pendant un semestre, et personne ne comprenait pourquoi je n'allais pas faire des fusions-acquisitions et pourquoi j'allais faire du pénal. Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, depuis que je suis petite, je voulais être avocat pénaliste et je voulais être Badinter, je voulais pas être Jean-Michel Darrois. Et vraiment, je n'ai jamais regretté d'avoir fait ce choix. Au contraire, le cabinet d'Hervé Temim dans lequel je travaille, quand je suis arrivée, on était trois avocats, 3 collaborateurs avec Hervé Temim 4. Aujourd'hui, on est 25, on est 5 associés, on est toujours au même endroit, mais on s'est agrandi. Dès qu'un bail se libère dans l'immeuble, on le prend, et en fait la nature a horreur du vide, donc on finit par le remplir. Je touche du bois, mais on a vraiment un développement très appréciable, et donc contrairement à ce qu'on pouvait me dire, je ne me suis pas retrouvée la pénaliste, parent pauvre du droit, dans des conditions exécrables, pas du tout. Je suis très confortablement installée, très gâtée dans mon quotidien, et j'adore ce que je fais, et pouvoir travailler sans avoir l'impression justement que c'est un travail, c'est-à-dire que quand vous êtes pénaliste, vous pensez à vos dossiers en permanence, y compris le week-end, et ça ne vous dérange pas, puisqu'en fait ça fait partie de vous, puisque c'est un engagement personnel que vous avez. Et ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Si on peut avoir la chance d'exercer un métier qui n'est pas un fardeau, mais profitons-en. Donc mon message aux étudiants, c'est poursuivez vos rêves. Ça peut être d'être pénaliste, ça peut être autre chose. Donnez-vous les moyens de faire ce qui vous fait rêver, puisque c'est ce que vous allez faire chaque jour de votre vie. Ça peut être long, espérons. Donc il faut aimer ça. Et donc aujourd'hui, après 15 ans de bar, quel est votre rêve professionnel? Est-il toujours le même que celui le jour où vous avez prêté serment, ou a-t-il évolué? Quel est-il? Non, je crois qu'il est toujours le même, parce qu'en fait, vous attendez toujours l'affaire, l'erreur judiciaire à laquelle vous allez remédier, le client qui risque une peine extrêmement lourde que vous allez sauver devant la cour d'assises. Et cette affaire-là, je ne l'ai pas encore défendue. Donc non, mon rêve professionnel n'a pas changé. Pour revenir brièvement sur votre livre, je suis persuadé que les lettres ont un rôle crucial dans le métier d'avocat. Quel est votre sentiment aujourd'hui sur l'articulation entre la littérature, le droit? Est-ce que c'est quelque chose qui se perd, ou au contraire, vous constatez un intérêt des plus jeunes avocats
pour la matière littéraire et son usage au sein de leur plaidoirie? Alors, les plus jeunes, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que les avocats produisent beaucoup de livres. Moi, je trouve que c'est très important. Ça reste un métier de mots parlés, de mots écrits aussi. Des conclusions, ça peut être bien écrit ou mal écrit. Si ça peut être bien écrit, c'est certain que c'est toujours mieux. Quand on est avocat, quand on défend, on peut avoir à un moment donné de sa plaidoirie ou de ses conclusions, raconter une histoire. C'est bien de savoir comment le faire. Donc oui, pour moi, la matière littéraire est inextricablement liée au métier d'avocat. Je ne sais pas comment les jeunes vont aborder ce sujet, mais ce qui est sûr, c'est que dans les générations de personnes qui ont moins de 10 ans de barreau, il y en a beaucoup qui écrivent des livres de toutes sortes d'ailleurs. Et moi, je trouve ça formidable. Et quel est l'ouvrage, vous, qui vous a un peu plus marqué en tant que jeune avocate ou dans vos années d'études en droit? Quel est-il, cet ouvrage? Je ne vais pas être très originale, mais j'hésite entre l'exécution ou le pull au vert rouge. En tout cas, dans les deux cas, les récits liés à la peine de mort, forcément, sont très marquants quand on est étudiant en droit. Et comprendre ce que les avocats ont pu ressentir en accompagnant leurs clients à l'échafaud, c'est quelque chose de profondément marquant, nécessairement. Pour conclure, vous avez déjà évoqué certains de vos confrères pendant notre entretien. Qui sont ceux aujourd'hui qui vous inspirent dans leur pratique, dans votre matière ou non, et qui vous font toujours vibrer et vous donnent l'envie d'exercer cette profession encore pour de nombreuses années? Alors, encore une fois, si je réponds Robert Badinter, vous allez me dire, alors il n'est plus avocat depuis longtemps, mais je l'ai entendu faire un discours au Panthéon au moment de l'anniversaire de l'abolition. Sa voix si particulière qui s'envole sous la voûte, c'est un moment que je n'oublierai jamais. C'était pas une plaidoirie, mais presque. Oui, quand je vois cet homme qui est pas tout jeune, j'ai pas son âge exact, mais enfin, il faudrait vérifier. En tout cas, plus de 80, ça c'est sûr. Parler avec autant d'éloquence encore maintenant, oui, ça m'encourage à continuer et je vois que j'ai encore beaucoup de progrès et de marge devant moi. Merci beaucoup, maître. Je vous en prie. C'était Le Goût des Maîtres, le podcast de la clinique du droit des affaires